Le bureau du loisir. Amis joueurs, bienvenue au bureau du loisir. C'est notre première capsule, l'employé du mois. Mathieu Gosselin avec moi. L'employé du mois, Guillaume Boudreau. Oui! Ceux qui ont regardé les premières vidéos qu'on a mis, un des projets principaux qui nous intéressait beaucoup au bureau du loisir, c'est de rencontrer des gens qui font partie du milieu du jeu de société, des joueurs actifs. Guillaume est un designer de jeux qui vient de lancer un jeu en sociofinancement. La campagne s'est terminée hier, je crois. On va parler un peu du jeu plus tard. Mais on s'intéresse aussi à Guillaume, l'être humain, hein? La personne derrière le design. Mathieu? Oui, alors merci d'être avec nous, Guillaume. Merci de me recevoir. Ça fait vraiment plaisir, le plaisir est pour nous. Donc oui, effectivement, tu viens de finir une campagne très réussie sur Kickstarter. À combien de pourcents t'as financé? On a fini ça à 480%, un petit peu plus. 480%, je pense que ça vaut mérite la peine de célébrer. un party! Yeah! Inquiète pas, on va t'aider à ramasser Guillaume. C'est super festif. Oui, oui. Totalement. Alors, j'ai lu dans une entrevue accordée au Baron Mag, n'est-ce pas, que tu étais un junkie des listes et que tu utilisais beaucoup la technique Pomodoro pour travailler. Est-ce que tu utilises encore la technique Pomodoro? Oui. Et si oui, est-ce que ça fonctionne vraiment pour créer un jeu de société? Oui, j'utilise encore cette technique-là depuis, ça va faire 20 ans. Ah oui, ok. Ça va faire 20 ans, mais j'ai aussi ajouté le principe des 5 éléments principaux à ma technique Pomodoro. Donc, il faut toujours avoir 5 éléments maximum dans notre liste de to-do, sinon ça se passe pas. OK, puis ça c'est dans une journée, 5 maximum. Et tu vas en faire plus, mais tu commences toujours par 5, sinon c'est trop d'éléments à la fois. Tu es extrêmement structuré, là, Oui, c'est ça qu'on comprend. Je compartimente. Est-ce que ça prend ça pour réussir à designer un jeu, tu penses? Je pense que c'est une bonne façon de fonctionner. Oui. De ne pas remettre à demain, justement, dire c'est des éléments qu'il faut que je fasse aujourd'hui absolument. Là. Compartimenter et prévoir. Planification. On aimerait ça te poser des questions en rafale. C'est comme ça qu'on fonctionne, nous, au bureau du loisir, à partir d'aujourd'hui, hein, parce que c'est notre première réelle entrevue. Oui. C'est des questions auxquelles on recherche des réponses spontanées. Spontanées. OK, pas de grande intellectualisation. Ça nous aide à savoir quel genre de joueur tu es. Alors, Guillaume, dirais-tu que tu es un gars plutôt mécanisme ou esthétique? Rapide, très difficile, mais c'est un mélange des deux. Un mélange des deux. OK. Est-ce que tu es dé ou carte? Totalement D. Totalement D. Totalement D. J'aime ça. De quelle couleur t'aimes ton pion? Je dirais blanc ou la couleur par rapport. La couleur loufoque. Ouais. Le mauve, le rose, le mauve, le turquoise. Ouais, je t'entends. Est-ce que tu as un designer préféré? Plusieurs, mais je un à nommer. Lacerda. Lacerda, Vital Lacerda. Le portugais. Le portugais. Oui. Sinon, est-ce que spontanément tu penses à un jeu qui mériterait plus d'amour de la part du public? Ça va être un jeu du passé, un jeu récent. Non, je vois tout de suite. Les couronnes d'Emara. Ah, oui. OK. Oui. Joli jeu, belle mécanique. Benjamin Schwer. Oui, qui passe sous silence, qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, mais à chaque fois que je le sors, ça convient à tout le monde. Je ne l'ai pas essayé, tu vois encore. OK. Ouais. C'est quel type de jeu, ça, Mathieu? C'est un jeu de rondelles? C'est un jeu euro, gestion de 2 plateaux de territoire avec de la gestion de ressources, du placement d'ouvriers. Tu as des moulins à bois, tu produis du bois, des ressources. Tu produis du bois, du blé, des roches, toutes sortes de choses. Puis tu as aussi tout le royaume dans lequel tu peux aller chercher des couronnes, des bagues et autres. Mais c'est une gestion de ressources. Renseignez-vous, la couronne d'Emara, hein, la suggestion secrète, obscure de Guillaume Boudreau. Alors, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet, David? On rentre dans le vif du sujet. On essaie de découvrir qui est Guillaume. Guillaume, est-ce que tu te souviens à quel âge tu as commencé à t'intéresser sérieusement aux jeux de société? C'est-tu quelque chose qui vient de ta petite enfance, que tu as découvert plus tard? J'ai toujours joué à des jeux avec mes parents jeunes. Okay. On parle des jeux comme le Yum, le Romy, des jeux plus classiques. Les Yahtzee. Des choses plus accessibles. Le jeu de société moderne, comme on le connaît maintenant, c'est vraiment venu plus tard. On parle de Catan, là, je pourrais te dire, même fin vingtaine, début trentaine. Okay. Les Catan, il y a eu aussi Bunny Kingdom. Oui. Plus tard est venu, puis qui m'a vraiment allumé, Tapestry. Okay. Teotihuacan.
Puis est-ce que tu as arrêté de jouer entre les deux, entre la phase familiale, Romy, etc.? J'ai arrêté de jouer, mais ado, j'ai poursuivi mon jeu, mais avec un autre type de jeu, le jeu de rôle. Donc, style un peu de Dungeons and Dragons, mais c'était pas ça. On allait chez un ami qui nous créait des scénarios. On débarquait. Homemade, là. On débarquait avec nos figurines, puis super. On a une petite interlude. Une petite pause animalière. Ouais, donc on débarquait avec nos personnages, on sortait nos dés, puis notre ami nous faisait des scénarios, puis ça durait 3-4 heures. Mais c'est un vrai jeu, là. C'est pas vous alliez dans la chambre de votre ami, puis... Non, c'était basé sur ses inventions. Lui, il avait joué à d'autres jeux, puis il s'était inspiré de tout ça pour faire ses scénarios. Puis si tu as nommé un jeu qui était vraiment déterminant dans ton parcours, là, une expérience de jeu incroyable, qui est un réel coup de foudre avec le jeu de société moderne. Je l'ai déjà nommé, mais Tapisserie a été un déclic, puis Teotihuacan est un de mes jeux préférés depuis toujours. Est-ce que c'est des jeux que tes gens t'ont fait découvrir ou toi, t'es allé les chercher? Tapisserie, je l'ai découvert avec Marie-Claude, à Frélie. Et Teotihuacan, je l'ai appris par moi-même. Okay. Je l'ai vu en ligne, puis il m'a vraiment attiré. J'aimais les mécaniques, il y avait beaucoup de dés aussi, j'aime les dés. Puis en jouant, j'ai juste... c'est comme le festival du dé. Guillaume, t'es donc un vrai joueur sérieux. Qu'est-ce qui fait dans la vie qu'on passe d'être quelqu'un qui joue à des jeux à quelqu'un qui a le désir d'en créer un à partir de rien? Parce qu'on pourrait faire l'équivalent, comment on passe de lire des romans à en écrire un. Ah oui, vraiment. Ah oui, il y a un beau parallèle. Je dessine dans la vie, j'aime les jeux, premièrement. Je dessine, je suis un designer graphique. J'aime les maths, j'aime la logique, j'aime bricoler. Donc, toutes ces cordes dans mon arc ont fait en sorte que quand un soir, j'ai fait comme pourquoi j'essaie pas de faire ça un jeu? C'était vraiment un déclic comme ça, genre je vais essayer pour le fun. J'ai dit, j'aime beaucoup les renards. Les renards, c'est mon animal totem. Je vais faire un remix de Serpent-Échelle, genre renard terrier. OK. Je suis parti de là. Ça, c'est vraiment mon point de départ pour faire quelque chose d'avancé. Puis finalement, 3-4 jours plus tard, j'avais déjà une idée d'un jeu euro ultra compliqué qui est maintenant Ruse. Et donc, Ruse, c'est ton premier jeu? Est-ce que tu as créé d'autres jeux jusqu'à maintenant? C'est vraiment le premier. J'en ai d'autres en parallèle, présentement. J'en ai une dizaine de projets. C'est le premier qui est abouti. C'est le premier abouti. On peut dire ça. Là. Et si pour nos auditeurs, tu avais à faire un résumé TV Hebdo, une description TV Hebdo de Ruse, ça serait quoi? Rapidement. Là. Comment je peux dire ça? Vous incarnez une famille de renards. Vous devez gérer vos ressources et faire grandir vos renardeaux, votre famille de renardeaux, plus efficacement que vos adversaires. Ruse, le jeu des renards. OK. J'aime beaucoup ça. C'est un jeu euro. Hein? C'est un jeu euro de moyenne complexité. Avec des dés. Avec des dés. Parce que tu aimes beaucoup les dés. J'adore les dés. Je dis les dés, mais... il y a d'autres choses aussi. Oui, il y a d'autres choses. Il y a plein d'autres choses, mais les dés on va pas discriminer le reste. Oui, non, c'est parce que dans le monde du euro, le dé est un peu mal vu à cause du côté hasard. Ouais. Et là, ce que moi j'ai fait, c'est que j'allais chercher un balancement à ce niveau-là. Donc, on peut dépenser notre dé. La valeur aussi du dé a une influence sur le jeu. Donc, il y a différentes façons de l'utiliser sans que ça soit désavantageux. Ouais, puis si le résultat est bas, ça va te donner des bonus, mais ça va aussi plus donner de bonus, moins d'action. Ouais. Donc, il y a tout un balancement. Là, j'ai une question un peu plus difficile pour toi, Guillaume. Il y a une surabondance d'offres. Les jeux n'ont jamais été autant médiatisés, il y a tellement de possibilités. Qu'est-ce que tu dirais là, qui différencie Ruse des jeux contemporains? On ne veut pas aller là, 3 ans, 5 ans en arrière, là, mais en ce moment, là, le positionnement ludique de ton jeu, ce serait quoi? Je pense qu'en soi, la thématique est quelque chose qui est assez unique. Un jeu qui est thématique renard à 100%, ça n'existe pas. Il y en a qui ont effleuré le sujet ou qui ont inséré renard dans le jeu. Mais thématique renard, c'est sûr que c'est unique. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Autrement, le mix de mécaniques qui est basé sur des... Salut mon chien! C'est pas un renard. Non, c'est un chien. Rassurez-vous, c'est la même famille, grande famille. Donc oui, toutes les mécaniques sont basées sur des connaissances que j'ai acquises au sujet du renard. Donc, j'ai pas inventé des mécaniques que j'ai... En fait, j'ai pas collé des mécaniques au sujet. C'est un peu l'inverse. Donc, le sujet m'a amené à développer des mécaniques qui fonctionnaient. Les mécanismes sont venus de la thématique. Exact. Ouais. Effectivement, là, ça me semble pas loin là, d'être un genre de simulateur de famille de renards. À tout le moins, les préoccupations, tu sais,
de l'animal, ce qu'on peut s'imaginer comme étant ses préoccupations, sont très présentes dans le jeu. On chasse des territoires, on cherche à se nourrir, à développer les petits. Oui, les faire grandir, développer leurs expériences, leurs instincts. Et c'est pas un jeu éducatif, donc c'est pas un wingspan avec on n'en apprendra pas plus sur les renards. Mais... Si vous lisez les règles, il va y avoir de l'information supplémentaire sur les renards parce que j'ai de l'intérêt pour ça puis je veux le partager. Mais dans le jeu, quand on joue, c'est pas un jeu qui se veut éducatif, c'est un jeu de stratégie compétitive. Et ça a été quoi ton plus grand défi pendant la création de ce jeu-là? Est-ce que tu as rencontré comme une difficulté insoupçonnée? On va reparler du Kickstarter après, là, peut-être que le sociofinancement, ça a amené tout un autre problème, mais juste pendant la création du jeu, est-ce que la balance, l'équilibre... Qu'est-ce que tu soupçonnais pas? Le balancement, en fait, ça a été un des plus gros défis. Puis l'autre défi, je dirais, c'est au niveau... Quand on le développe, quand on crée un prototype, je suis designer, je suis illustrateur, j'aime ça quand c'est beau. J'aime ça avoir quelque chose qui est là, que je mets sur la table, même quand c'est un prototype. Donc, de ne pas aller trop loin avec chaque itération, version du prototype. En disant que tout est appelé à changer quand même. Là, j'ai appris, les prochains ne seront pas comme ça. Mais ma V2 était déjà, pas prête, là, mais elle était très avancée pour un prototype de version. Je peux témoigner parce que j'ai joué à une version très primitive du jeu, c'était déjà vraiment très beau. Des illustrations, le plateau et tout. Quand, normalement, c'est souvent quelques bouts de papier, de carton, avec des meeples empruntés derrière. Moi, j'avais déjà mes meeples en renard que j'avais fait faire, à l'autre bout des États-Unis. Est-ce que tu as l'impression que tu as pas mal investi ton énergie, là, mais que tu t'es usé un petit peu à amener ces éléments-là très loin dans les versions préliminaires? Je pense pas, parce que j'ai l'impression d'avoir... En fait, j'ai l'impression que depuis 4 ans, je suis à l'école et que j'apprends un nouveau métier. Donc, j'ai appris... Tout ce que j'ai appris et que j'ai mal fait, finalement, c'est des apprentissages qui vont me servir dans mes prochains et qui me servent déjà dans mes prochains. Donc, je vais développer d'une autre façon. T'es quelqu'un qui se pardonne. Oui, il faut faire des erreurs. C'est important, David. Je pourrais apprendre de toi, Guillaume. L'importance de se pardonner. Oui, d'accepter les erreurs, c'est vrai, par exemple. D'apprendre de ces erreurs-là, c'est le meilleur apprentissage. Il y a beaucoup d'humilité, je pense, nécessaire quand on essaye de faire quelque chose de cette ampleur-là. Vraiment. Tout à fait. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, on en a parlé avec Mathieu. Pourquoi décider de passer par le chemin du sociofinancement plutôt que de chercher à se trouver un éditeur ou à convaincre quelqu'un ou le séduire? Il y a beaucoup de maisons d'édition de jeux établies avec des réseaux de distribution, de marketing, tout ça. Toi, tu baignes évidemment dans le milieu du marketing, tu as une bonne compréhension des mécanismes, mais qu'est-ce qui fait qu'on passe par le sociofinancement? Je dirais que ça revient un peu à ce que je disais tantôt, dans le sens où je suis un illustrateur, un designer, j'aime certains jeux, j'aime certains styles de jeu. J'ai voulu faire un jeu qui me ressemble, qui me plaît, que j'aurais pas de peine à laisser aller. C'est parce que quand tu laisses ça à un éditeur puis tu laisses le champ libre, ton jeu risque de se transformer un peu à tout jamais. Donc, je voulais pas perdre main sur le projet. C'est le premier. Donc, peut-être qu'il y aura des jeux que je laisserai aller à l'éditeur. C'est comme si ça donnait plus de contrôle et plus de liberté en même temps. Totalement, tu as une liberté à 100%. Donc, peut-être que tu voulais pas faire de compromis aussi sur tes idées de départ ou... Non, je dirais pas ça, parce que les compromis sont là depuis le début, dans le sens où j'ai fait des centaines et des centaines de playtests avec du monde, puis les commentaires que j'ai reçus, je les ai appliqués. Ce que le jeu est devenu aujourd'hui, c'est grâce à ces commentaires-là, c'est grâce à ces changements-là que j'ai faits, qui viennent pas nécessairement de moi. Donc, j'ai essuyé des grosses critiques dans plein d'événements où j'ai amené mon jeu, puis c'était juste des bons commentaires qui ont été utiles. Mon jeu était extrêmement compliqué au début, 5 fois plus compliqué que ce qu'il y a maintenant, beaucoup plus de composantes. Je l'ai vraiment affiné, je l'ai vraiment dégraissé, si je puis dire. T'as-tu, à un certain moment ou à un autre, approché des maisons d'édition ou ça t'est jamais passé par l'esprit? Je l'ai pas fait, mais jusqu'à il y a 1 an, j'ai été approché par une maison d'édition. Avec qui je vais travailler après. Pour Ruse, mais d'une autre façon, pour une version retail du jeu. Donc une version qui ne sera pas la version Kickstarter de luxe avec toutes les composantes de luxe, mais une version plus accessible. C'est-à-dire que mécaniquement, ça va être le même jeu, mais peut-être qu'il n'y aura pas les fameux stretch goals ou des bonus. Ou des... Pas de stretch goals, pas autant de plateaux double couche, puis tout ce qui coûte cher à produire finalement. C'est ça aussi, par exemple, je pense la beauté de Kickstarter, c'est qu'une industrie qui pendant longtemps a eu de la difficulté à, pas trouver son public, là, mais mettons son bassin de consommateurs,
Maintenant, il y a des projets comme le tien, plus riches un petit peu, qui arrivent à voir le jour parce que justement, d'emblée, les gens les achètent. Ouais. Puis au lieu de jouer un peu au hasard de est-ce qu'on va être capable de financer le projet, là, tu le sais qu'il est finançable. Ça permet plus de folie, ça permet plus de... Ah oui, tu peux Ça, je pense que c'est la grande beauté. Vraiment aller plus loin, puis les gens en profitent dans le sens où avoir un plateau double couche, c'est très très rare dans les jeux modernes maintenant. En boutique, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que ça rajoute vraiment au feeling du jeu, dans mon cas. Là, je sais que ça vient de se terminer, fait que tu n'en sûrement pas encore à faire un post-mortem de toute cette expérience, mais ça a été quoi le plus grand défi du sociofinancement? Puis y a-tu quelque chose que tu referais vraiment pas de la même manière si tu avais à refaire tout ce processus-là? Le défi, au niveau des communications, c'est très très intense. De communiquer avec eux, tu veux dire, avec la... Oui, c'est énormément de travail. Évidemment, Kickstarter, c'est une plateforme mondiale, donc moi je suis à Montréal, j'ai un fuseau horaire. Tout le monde a des fuseaux horaires, donc tu réponds à des gens à longueur de journée. Oui, c'est ça. Il faut que tu te prévois des blocs pour le faire, mais les gens s'attendent à ce que tu sois présent. Tu veux dire la communication avec les utilisateurs, pas avec les gens qui gèrent la plateforme Kickstarter comme tel. Les gens qui sont intéressés à ton jeu, qui communiquent avec toi, que tu dois entretenir, ben eux, ils vont communiquer avec toi n'importe quand. Puis pour n'importe quoi. Des choses utiles comme des questions et autres, et aussi des plaintes ou des questions complètement loufoques ou même des commentaires ou des suggestions. Ils connaissent mieux ton jeu que toi. Oui, ça c'est certain. Puis là, toi, tu gérais ça aussi en solo. Il n'y a pas comme une équipe derrière toi. Mettons, qui prend charge. C'est 100%, ça vient de monsieur. Les seules choses que j'ai fait faire, ben, c'est des trucs en 3D que je voulais pas prendre en charge, que je peux pas parce que j'ai pas les connaissances. C'est plus des trucs comme ça. Des inserts, tout ça. Exact. Là, je vais travailler avec une compagnie qui va me créer mon insert. C'est sûr que la production, ben, c'est faite par une entreprise qui fait ça. Là, je fais pas ça dans mon sous-sol. Ouais, ça prend des bonnes grosses machines qu'on n'a plus du tout, je pense, en Amérique même. Non, très peu, en fait. Effectivement. On le disait au début de la capsule, le jeu il est financé, ça s'est super bien passé. Ça, c'est excellent. C'est quoi la prochaine étape? Là, on est à la mi-juin, au moment où on enregistre ceci. C'est quoi la prochaine étape pour Ruse? La prochaine étape, ben, on est en processus de resoumission. Donc là, on a atteint tous nos objectifs, nos stretch goals. On sait à peu près qu'est-ce qu'on va avoir dans le jeu complet. Donc là, on part en soumission avec les entreprises qui vont le produire. Les fabricants. Les fabricants. Tout ce qui est tangible dans le jeu. Là, on essaie d'aller chercher les meilleures soumissions pour avoir la meilleure qualité aussi. Les meilleurs délais aussi, parce que l'idée, c'est d'avoir un bon délai de livraison du jeu. Donc là, je suis là-dedans. C'est le prochain processus. Il y a quelques tests qui doivent être faits aussi pour l'ajout de certaines composantes qui vont venir un petit peu modifier certains aspects. Là, on a des aspects mécaniques de ton jeu? Des aspects mécaniques qui étaient déjà prévus, mais qu'on doit juste s'assurer que tout fonctionne. Par exemple, dans les add-ons, à la fin, dans le Pledge Manager, les gens vont pouvoir acheter un set pour un 5e joueur. Donc, ce 5e joueur-là, il y a une influence sur tout le reste. J'y avais déjà pensé, mais il faut quand même qu'on teste certains trucs. Ça affecte le rythme, j'imagine, des choses comme ça. C'est sûr, mais ça c'est normal. 5 joueurs, c'est toujours plus long, mais ça a un effet sur les autres composants. Une question qui me vient aussi, est-ce qu'on a comme un assez bon bassin au Québec, en tout cas, de joueurs qui peuvent être capables d'expérimenter le jeu, de playtester en fait à l'avance, ou c'est vraiment quelque chose que tu as dû aller chercher en ligne? Oui, je pense qu'il y a un bon bassin. Ils ne sont pas nécessairement faciles à aller chercher. On n'a pas tant que ça des amateurs de jeux de cette envergure-là, des euros de moyenne complexité. Je veux dire que moi, mes tests ont été faits plus en Europe, en Amérique du Sud et aux États-Unis, mais en ligne, parce que beaucoup de mes tests ont été faits pendant la pandémie. J'ai utilisé Tabletopia pour faire mes tests, carrément. Donc, tu as créé une version complètement numérique. Ruse, que tu as intégré. Ça aussi, c'est plein d'autres problèmes techniques, j'imagine. On pourrait faire une autre entrevue juste là-dessus. Oui, plein d'autres problèmes techniques et plein d'autres itérations, parce qu'au fil du temps, tu dois le mettre à jour, tu fais des changements, mais c'est beaucoup plus rapide que de faire une maquette physique. Puis est-ce que tu recevais du feedback régulièrement? Oui. Puis comment tu qualifierais la qualité de ce feedback-là? T'en as toutes les sortes. Okay. T'en as vraiment toutes les sortes. T'en as des très utiles. T'en as qui se recoupent dans le sens où ce sont les mêmes commentaires. Donc tu fais comme il y a peut-être quelque chose à faire là. C'est probablement un bon commentaire, donc on l'adresse. On modifie. Mais t'as l'impression globalement que c'était une source fiable d'informations. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que tu essaies, en tant que développeur, c'est ce que j'ai appris au fil du temps, tu essaies de briser ton jeu. Tu choisis une avenue dans ton jeu que tu veux aller briser pour tester ça. Je ne fais qu'une chose. On fait que ça, tu amènes les joueurs vers ça et tu brises ton jeu pour aller au bout de quelque chose, voir si ça bloque. Donc ça te permet vraiment de voir si tu es allé au bout de tes tests, de ton balancement.
Est-ce que tu as déjà hâte au prochain? Oui, j'ai très très hâte au prochain, qui est déjà prêt. C'est ça, tu as d'autres projets en cours. C'est un jeu sur des marmottes, je crois. Un jeu sur les lapins, en fait. Ah. Je ne sais pas si je peux en parler, là, mais c'est un jeu. Tu peux en parler certainement. Oui. C'est un plus petit jeu. L'eau à la bouche. C'est un plus petit jeu, ça s'appelle Bunny Boom. Un jeu pour 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de placement de cartes. On a des. En fait, la courte histoire, c'est que je lisais une nouvelle dans un autre pays, sur une île, et il y avait une infestation de lapins. Vraiment, c'était le bordel. Pas une bonne infestation. C'était pas une bonne infestation, et les villageois essaient de s'en débarrasser du problème. Les gens du gouvernement faisaient rien, donc c'était les villageois qui géraient tout ça. Donc ça m'a comme allumé sur un jeu où les gens placent des cartes. Les lapins prolifèrent. Les lapins prolifèrent, les villageois se déplacent, mais en se déplaçant, ils cumulent des lapins. Donc c'est un peu une mécanique inversée dans le sens où plus tu as de lapins, moins c'est bon pour toi. Donc celui qui a le moins de lapins à la fin est gagnant dans tout ça. Donc tu places une carte, tu attires un villageois, le villageois doit passer à travers d'autres cartes qui ont des effets qui font en sorte que qu'il récupère d'autres lapins. Tu peux l'attirer avec la carotte, il y a des... toutes sortes de petites mécaniques. Comprends-tu qu'il n'y aura pas de dés dans le jeu-là? Il n'y aura pas de dés. Oh! Un désaveu du dé, quoi? Non, un test, en fait, c'est un défi. J'ai trouvé une petite boîte de jeu comme ça, et le défi, c'était de faire rentrer mon jeu dans cette boîte-là. OK. Petit jeu. C'est bon. Les contraintes engendrent beaucoup de... Oui, c'est un beau défi. C'est un beau défi, puis je voulais faire quelque chose de plus petit, avec presque que des cartes. Et je peux aussi dire qu'il va y avoir un super illustrateur qui va travailler là-dessus, de renom. Je ne donnerai pas son nom tout de suite parce qu'on va le dévoiler avec... Ce n'est donc c'est pas moi. Okay. Ce n'est pas Patrick Huard, ça on peut déjà vous le dire. Le comédien... Qui est un grand joueur d'ailleurs, Patrick Huard. Oui, il paraît. Il n'y aura pas de lapin dans la boîte non plus. Il n'y aura pas de lapin, de vrais lapins. Non. Il va y avoir des lapins, mais il n'y aura pas de vrais lapins. Merci beaucoup de ta patience. Merci à vous deux. Guillaume, avec nous deux. Merci beaucoup. Oui. On va devoir ramasser les confettis. Merci à toi, ami joueur. Oublie pas, tu peux te vanter de regarder le bureau du loisir et d'en parler abondamment à tes beaux-parents. On salue tes beaux-parents. On n'oublie pas de s'abonner et on n'oublie pas effectivement de répandre la bonne nouvelle ludique. Guillaume, où est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Ruse? Est-ce que tu as un MySpace? Ou... Oui, absolument. Un MySpace et sur ruse.games. Donc ruse.games, c'est le site web. OK. Et je suis sur toutes les plateformes de médias sociaux, évidemment. Donc on recherche Ruse Games. Ruse Games, vous allez trouver toute l'info. Parfait. Merci beaucoup. Portez-vous bien, amis joueurs. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.